Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais bien sûr remercier l'UMNV de m'avoir honoré dans leur invitation, ainsi que le comité organisateur de m'avoir permis à contribuer à l'animation de cette troisième édition de TEDx Wichita. Alors, par quoi commencer mon intervention? J'aimerais d'abord vous poser une question très simple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir une fatigue sans raison valable, de dormir et vous réveiller épuisé, ou bien d'avoir des symptômes physiques tels que la palpitation, des troubles digestifs, des tensions ou douleurs musculaires, alors que tous vos bilans et examens sont normaux? Alors j'imagine que, si oui, vous n'êtes pas le seul, et j'imagine qu'il y a forcément des étudiants parmi nous qui ont vécu ou bien qui vivent silencieusement ceci. À qui on va répondre, ça va passer, c'est du stress, c'est pas grave. Le problème, c'est que parfois ces symptômes physiques persistent et ne disparaissent pas. Alors, comment on peut expliquer ça concrètement? Je suis psychiatre, psychothérapeute et addictologue, et aujourd'hui, l'idée fondamentale que j'aimerais partager avec vous est que la santé mentale et la santé physique ne sont pas deux mondes différents et distincts. C'est un seul et même système, soudé, étroit. Et la santé mentale ne s'exprime pas seulement à travers les émotions et les pensées, mais peut s'exprimer parfois aussi à travers des symptômes physiques, des sensations physiques. Lorsque la souffrance psychologique est importante, ou bien lorsque la personne a tendance à réprimer ou à sous-estimer ses émotions négatives. Il faudrait comprendre que lorsque la personne est exposée à des difficultés psychologiques qui sont importantes, qui sont sous-estimées et pas prises en considération, ou bien réprimées, il y a forcément l'apparition de symptômes physiques qui passent au début inaperçus, qui sont mis sous silence. Un peu plus de fatigue, un peu plus d'irritabilité, de légers troubles de sommeil, un peu plus de procrastination. Ce sont des modifications silencieuses du corps. D'accord? Et ce sont des changements qui sont invisibles initialement, mais par leur effet cumulatif deviennent de plus en plus manifestes chez la personne. Il faut aussi savoir sur le plan purement scientifique et neurobiologique que le stress chronique entraîne un dérèglement du cortisol, qui est l'hormone du stress, une modification du fonctionnement du système nerveux central, à l'image de l'amygdale, c'est-à-dire l'organe dans le cerveau qui est responsable du système d'alarme de l'organisme qui devient plus réactif. Le cortex préfrontal qui est responsable de la régulation des émotions et de nos pensées et responsable de la prise de décision devient moins efficace. Sur le plan psychologique, nos pensées ont tendance à devenir plus négatives et plus rigides. Et toutes ces modifications se font ici de manière purement silencieuse. Jusqu'à un certain moment où le corps va rentrer en action. Lorsque l'état psychologique, notre état psychologique, n'arrive pas à exprimer des idées suivantes, je me sens pas bien, je suis stressé, je suis dépassé, le corps parle à sa place. Et des symptômes physiques de plus en plus manifestes apparaissent chez la personne. Ça peut prendre la forme de troubles digestifs, tensions, douleurs musculaires, des maux de tête, une fatigue persistante. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Ça veut tout simplement dire que la souffrance psychologique est tellement intense qu'elle va traduire une manifestation physique du corps. Et le plus grand piège que font les personnes est qu'ils vont chercher une cause organique. Alors ils vont faire un petit peu le tour des médecins spécialistes. On part voir le cardio, on part voir le gastro, on part voir le neurologue. Alors qu'à la base, la source de cette souffrance est purement psychologique. Et ces symptômes physiques sont la pure tradition d'un mal-être psychologique. J'ai encore une image devant moi d'un étudiant que j'avais reçu pour consultation. La vingtaine, brillant,
assidueux. Ce qui m'avait marqué en premier temps, c'est qu'il ne mettait pas en avant son état psychologique. Il ne me disait pas « je me sens stressé, je vais mal ». Il était plus focus sur des symptômes purement physiques. J'ai une fatigue persistante, j'ai mal partout. Je dors et quand je me réveille, je ne récupère pas. Alors que tous ces bilans et examens étaient normaux. Rien d'organique. Mais derrière cette fatigue persistante, il y avait de la pression. Il avait aussi peur de l'échec. Et il avait un rythme qu'il n'arrivait plus à suivre au cours de ses études. C'est comme si son corps exprimait ce que lui-même n'arrivait plus à formuler comme émotion. Alors, une fois qu'il a compris ces raisons souterraines qui ont alimenté ses souffrances, qu'il a appris à écouter son corps, qu'on a pu travailler ensemble sur comment identifier les pensées automatiques négatives qui alimentent cette souffrance, pour les critiquer de manière plus rationnelle, nuancée et objective, et ensuite les corriger bien entendu, petit à petit ces symptômes ont commencé à dégraisser. Une question se pose alors. Comment certaines personnes peuvent en arriver à développer des symptômes physiques suite à une souffrance psychologique? Pourquoi ça passe de manière un petit peu silencieuse? Eh bien, la réponse est assez simple. Parce qu'on vit malheureusement dans une culture qui ne valorise pas la santé mentale et le bien-être mental. Il faut le dire. Il y a une tendance, des gens qui commencent à devenir de plus en plus alertes à leur santé mentale, qui vont aller voir des psychologues pour faire des psychothérapies. Il y a un petit changement, mais il y a encore beaucoup de familles qui sont un petit peu bloquées, séquestrées, dans une sorte de stigmatisation mentale. Les gens ont encore peur d'exprimer leur souffrance mentale. Ils ont peur du rejet, de leur famille, principalement, et de leur entourage. Ils ont peur de se sentir jugés, d'être mis à l'écart. La santé mentale ne se perd pas brutalement. Elle s'impacte de manière silencieuse, progressive, avec des modifications silencieuses aussi. L'esprit et le corps travaillent en collaboration étroite, qu'on le conscientise ou pas. Malheureusement, on a aussi une culture qui ne valorise pas le bien-être mental. Que veut dire le bien-être mental? Alors, selon l'OMS, la santé mentale, ce n'est pas juste l'absence de la maladie mentale, très important. C'est aussi l'absence du bien-être, le fait de développer tout simplement cette capacité à faire des activités pour optimiser notre bien-être au quotidien. Ces petits plaisirs de la vie qui paraissent insignifiants à court terme, mais qui ont un vrai impact à moyen long terme. Il faut savoir aussi que notre culture dévalorise l'échec et dévalorise la vulnérabilité, surtout chez les hommes. Il faut le dire. Le fait d'exprimer des émotions n'est pas une faiblesse. Le fait de récoller ces émotions est une forme d'intelligence. Et si on n'arrive pas à le faire, eh bien, demander de l'aide n'est pas aussi mauvaise chose après tout. Alors, comment optimiser notre santé mentale alors? Comment éviter tout ce circuit de somatisation? Je vais essayer d'être un petit peu percutant et bref en vous donnant 3 leviers, pas plus. Première chose, on doit apprendre à mieux se reconnecter avec notre corps. C'est très important. On doit apprendre à écouter notre corps. On doit ménager du temps pour soi, loin des distractions, du bombardement des écrans, des stimulés, du bruit qui n'a aucun sens. Pratiquer une méditation, une respiration consciente. C'est pas
des méthodes superficielles. C'est de la régulation physiologique. Faire de l'activité physique régulière. L'hygiène de vie est la base d'une bonne santé. N'oublions pas. Avant même de travailler sur les pensées. Et puis, bien sûr, le deuxième levier consiste à travailler sur les pensées. Pourquoi? Notre corps a tendance à produire des pensées automatiques. Ça, c'est tout à fait normal, c'est légitime. On ne peut pas contrôler ça. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est de valider ou non ces pensées automatiques. Ce n'est pas une Bible. On peut critiquer nos pensées. Alors parfois, le cerveau produit des pensées automatiques qui ne sont pas fiables. Je vous donne des exemples. Par rapport aux études. Je vais échouer. Je ne suis pas à la hauteur. Si je prends une pause, je vais m'effondrer. Je dois me concentrer et continuer à travailler tout le temps sans arrêter. Et bien justement, la psychothérapie, à l'image de la thérapie cognitivo-comportementale, elle permet d'identifier les pensées automatiques qui alimentent cette souffrance mentale, de les questionner, de les critiquer de manière frontale, les yeux dans les yeux, rationnelle et nuancée, pour les corriger. Mais aussi pour identifier ce que j'appelle les erreurs d'interprétation que peut avoir la personne. Une catastrophisation, une généralisation. Je n'ai pas réussi cet examen, donc ça veut dire que je ne pourrais jamais réussir à d'autres. Alors quand le palmarès de l'étudiant, il a toujours tout réussi. Ça paraît illogique. Et travailler sur une perception beaucoup plus logique et moins émotionnelle de la personne. Et le troisième levier consisterait, très important aussi, à développer une flexibilité psychologique par rapport à des expériences internes. Que veut dire ceci? On est tous amenés à ressentir des émotions telles que certaines inquiétudes, doutes, stress, inconfort. Ce sont des émotions qui font partie du spectre des émotions, tout à fait légitimes. Et le piège c'est que plus on va lutter contre elles et les combattre, plus ils prendront de l'espace. C'est comme si on essayait d'immerger un ballon dans de l'eau et qui va toujours avoir tendance à revenir en surface. Donc, au lieu de les combattre, ces états internes, il faut les écouter. Non seulement il faut les écouter, mais il faut accepter le passage temporaire de ce stress, de cette inquiétude, de ce doute, tout en restant focalisé sur nos objectifs les plus importants. Et en se laissant orienter par nos vrais principes et valeurs dans notre vie. Parce que ce sont eux nos véritables boussoles. J'ai beaucoup apprécié le mot qu'avait dit le directeur en parlant des principes. C'est ce qui définit l'identité, non seulement d'une personne, mais d'une nation aussi. C'est tout à fait vrai. Donc développer la flexibilité psychologique en acceptant le passage temporel de ses pensées et garder au cap nos objectifs qui sont orientés vers les principes, et c'est ce qui est le plus intelligent à faire. Bon, pour conclure, j'aimerais quand même laisser quelques messages clés. Alors, chez l'étudiant à l'OCR auditoire, premièrement, n'oublions pas qu'il y a une corrélation qui est étroite entre la santé mentale et la santé physique. Et que la santé mentale n'a pas tendance uniquement à s'exprimer par des émotions et des pensées, mais aussi à se somatiser. Si il y a une souffrance psychologique importante, et bien si la personne a tendance à réprimer, à sous-estimer, et à ne pas prendre en considération sa souffrance psychologique, et bien le corps peut s'exprimer aussi. Et quand on ne prend pas le temps de faire une pause, le corps le prend à notre place. Alors la prochaine fois, lorsque votre corps vous donne un signal, avant de sauter sur l'organicité, de faire des bilans à l'examen et de faire le tour des spécialistes, laissez dans votre tête la place, ou bien pensez à ce que cela puisse être expliqué par un mal-être psychologique que vous avez peut-être sous-estimé et négligé. Je vous remercie.